Pourquoi le couple narcissique empathe fonctionne trop bien pour générer une relation toxique? Dans le langage courant, on parle souvent donc du couple narcissique empathe ou narcissique victime comme d'un duo infernal. Et en psychologie, cette dynamique, elle s'explique de façon précise par la complémentarité pathologique des deux profils. Mot extrêmement important, complémentarité pathologique des deux profils, donc qui va permettre de donner le résultat que ça donne, c'est-à-dire une relation toxique. Donc ce couple fonctionne parfaitement, donc forcément non pas au sens harmonieux du terme, mais dans le sens mécanique, c'est-à-dire chacun active chez l'autre ses blessures profondes, ses schémas inconscients, ses stratégies de survie. L'un nourrit le pouvoir, l'autre la réparation. L'un se sert, l'autre s'épuise. Et ce déséquilibre, il peut durer longtemps, pendant des années, 5 ans, 10 ans, 15 ans, précisément parce qu'il repose sur une forme de compatibilité dysfonctionnelle. Alors maintenant, voyons les fondations de cette relation. Le narcissique, il n'est pas seulement égocentrique. Il s'agit d'un profil construit autour d'un faux self, donc rigide, né de carences, bien évidemment, affectives précoces. Il a appris à masquer sa honte, sa vulnérabilité ou son vide intérieur par un masque de toute puissance, par exemple pour les narcissiques euh, extraverti, donc de contrôle et de séduction. Il est hypersensible à l'image, au regard des autres, et cherche en permanence une source externe de valorisation ou de validation. De l'autre côté, on a l'empathe. L'empathe, lui, c'est souvent une personne qui a développé une hypervigilance émotionnelle dès l'enfance pour survivre dans un environnement instable ou peu sécurisant. Du coup, il est conditionné à suradapter, capter les besoins des autres, deviner l'humeur, éviter les conflits, etc. Donc il va chercher à se sentir utile, à réparer, à combler, quitte à s'oublier donc totalement. Et ces deux profils, elles se reconnaissent inconsciemment en fait. Et c'est là que la mécanique s'enclenche. Alors pourquoi ce couple il fonctionne dans la toxicité? Parce que c'est ça qui devient intéressant en fait. On va avoir une série de dynamiques clés qui expliquent pourquoi donc le lien s'installe et devient si difficile à rompre. Donc d'un côté, on a un narcissique qui a besoin d'admiration, mais de l'autre, on a un empathe qui a besoin d'être choisi, vu et valorisé. D'un côté, on a un narcissique qui prend tout, ne donne rien, ou alors le strict minimum, ou quand il faut, où il faut, au bon moment. Mais de l'autre côté, on a un empathe qui donne tout, ne réclame rien, ou voire va même s'excuser de demander de recevoir un petit peu plus que les bruits du paquet de chips, tu vois. Ensuite, on a le narcissique qui est centré sur ses besoins. L'empathe est centré sur les besoins de l'autre. Le narcissique, il manipule par le silence, la séduction, la victimisation, etc. L'empathe justifie, comprend, minimise, pardonne. D'un côté, on a un narcissique qui va fuir l'intimité émotionnelle réelle, et de l'autre côté, on a un empathe qui espère réparer, sauver, être celui ou celle qui guérit l'autre. D'un côté, on a le narcissique, ne supporte pas la critique, mais de l'autre, on a l'empathe qui doute de lui-même et culpabilise en permanence, ce qui va être en plus renforcé par la dynamique narcissique victime et les manipulations du narcissique. Ensuite, on va voir le narcissique fonctionne sur le mode clivage, c'est-à-dire soit c'est blanc, soit c'est noir. L'empathe cherche la nuance, la compréhension, le lien coûte que coûte. De l'autre côté, on va avoir un narcissique qui exige une loyauté inconditionnelle. L'empathe se plie en quatre pour mériter l'amour. Et quand on voit ces différences-là, on se rend compte en fait de pourquoi, du comment, que cette relation donne la relation que ça donne. Alors dans la vie quotidienne, eh bien ça donne quoi? Voici quelques exemples concrets. Donc exemple 1, la dispute silencieuse, c'est-à-dire que le narcissique, il fait la tête pendant 2 jours après une remarque anodine. L'empathe, lui, de son côté, il va culpabiliser, il analyse tout ce qu'il a dit tout ce qu'il a fait, les regards, les gestes, etc. Et il finira très certainement par s'excuser. Du coup, le narcissique, il reprend la relation comme si de rien n'était, sans jamais reconnaître la moindre faute. Exemple 2, l'annulation de dernière minute. Donc le narcissique annule un rendez-vous au dernier moment, sans explication. L'empathe, lui, de son côté, du coup, il attend, il ne dit rien, il veut pas faire d'histoire, quoi. Donc du coup, il s'inquiète un peu, peut-être qu'il ou elle a une urgence, peut-être qu'il y a quelqu'un dans sa famille qui a eu un problème. Et le narcissique revient plus tard, charmant, et balaye toute explication. Exemple 3, le renversement de rôle. L'empathe exprime une souffrance, par exemple je me sens seul, ou je me sens pas écouté, ou je me sens délaissé. Le narcissique va répliquer, tu vois, tu penses qu'à toi, t'es vraiment ingrat, avec tout ce que je fais pour toi.
La l'empathe doute de sa propre perception, se remet alors en question et finit par se taire. Et en fait, du coup, toute cette alchimie, elle est construite sur les blessures complémentaires, en fait. C'est pour ça que c'est ce qu'on appelle des relations traumatiques, parce que c'est que les traumas, en fait, qui se connectent entre eux, ou les blessures, ou les programmations mentales qui proviennent du manque. Et en fait, cette relation donc narcissique-empathe, c'est une codépendance affective. Le narcissique exploite l'autre pour combler son vide, sans remettre en cause son fonctionnement, mais l'empathe, il s'épuise à réparer une relation qui le renvoie à sa blessure d'abandon et de non-valeur. Et en fait, dans les deux cas, les deux opèrent sur la base du manque, en fait. Parce que si l'empathe il s'épuise à essayer de réparer une relation, c'est parce qu'il va chercher à se sentir valorisé si jamais il arrive à le réparer, et où, dans le processus de réparation, il a envie d'être validé. Donc les deux, en fait, ont un vide intérieur à combler, et afin de se sentir plus que ce qu'ils ne sont. Donc cette complémentarité, en fait, c'est pas un hasard. C'est juste le fruit de traumatismes d'attachement non résolus. Le narcissique, il rejoue son besoin de contrôle sur l'amour inaccessible, et l'empathe rejoue son besoin d'amour conditionnel, où il va falloir mériter l'attention, travailler très dur pour finalement avoir quelque chose, ce qui lui donnera alors de la valeur. Et du coup, ça nous amène à pourquoi l'empathe ne part pas de cette relation. Eh bien, une des raisons, c'est parce que l'empathe est accroché à une illusion, celle que l'amour peut changer l'autre, celle que la souffrance prouve l'intensité du lien, ou celle que si je change, moi, du coup, il changera aussi. Mais en fait, en réalité, ce qu'on remarque pendant un certain temps, c'est que plus l'empathe s'adapte, plus le narcissique se renforce dans son pouvoir, et la spirale continue. Alors évidemment, quand on dit ça, ça fait très blanc, très noir, et il y a une multitude, comme je le disais dans d'autres vidéos, de personnalités narcissiques, et puis à différents degrés, avec tout un tas de variations. Mais l'idée, c'est que, parce que tout ça, ça fonctionne, mais jusqu'à un point de rupture. Ça peut durer 5 ans, ça peut durer 10 ans, ça peut durer 15 ans, mais à un moment donné, l'empathe, il sera tellement fatigué qu'il va arriver au point où il en a marre d'en avoir marre, et au bout d'un moment, il commencera à lâcher prise sur la relation. Donc ce qui fera perdre, bien évidemment, le pouvoir au narcissique. Et ce qui nous amène justement à, en fait, ce lien, il peut être brisé, en fait, parce que ce type de relation, c'est profondément destructeur pendant qu'on est encore dedans et qu'on le vit, mais il est aussi une porte d'entrée vers une reconstruction, si l'empathe se choisit enfin, notamment en commençant à mettre des limites claires, en se reconnectant à ses propres besoins, en se libérant de la croyance que l'amour doit faire mal pour être vrai. Le narcissique, lui, de son côté, il change rarement parce que, sauf à moins qu'il y ait vraiment une prise de conscience massive, une thérapie engagée, mais ou un effondrement du faux self, non prévu, parce que qu'est-ce qui fait qu'un narcissique ne change pas? Alors ça, c'est toujours pareil, ça dépend du type de narcissique et à quel degré il est, on va dire, dans son narcissisme, mais comme leur but de tout ce faux self, de toute cette construction égotique, consiste à ne pas être responsable, ne pas vivre la honte, et donc la culpabilité, se remettre en question, c'est envisager l'idée que peut-être que la personne fait des choses qui sont justement non conformes. Donc arriverait la honte et la culpabilité, et donc du coup, c'est un peu un cercle vicieux. Donc l'empathe, lui, il faut qu'il sorte à un moment donné de son rôle de sauveur afin d'entamer une véritable guérison intérieure. Parce que ce rôle de sauveur, il provient du manque. C'est je suis dans une posture psycho-émotionnelle de vouloir sauver l'autre, parce que si je sauve l'autre, déjà, je suis content de moi, quoi. Mais l'autre va me donner en retour de l'amour. Sauf que le problème, c'est que dans cette relation narcissique-empathe, etc., l'autre en face, on peut lui donner tout ce qu'on veut, il continuera de fonctionner sur les mêmes fonctionnements. Donc en fait, c'est une sorte de quête sans fin de vouloir faire changer l'autre afin d'obtenir de l'amour et d'être content d'avoir pu aider. Sauf que ça provient d'un programme qui dit je ne suis pas assez tel que je suis, donc il faut que j'aille sauver l'autre, il faut que j'aille travailler très dur pour enfin avoir ce retour, et quand j'aurai ce retour, du coup je me sentirai complet, donc j'aurai, on va dire ça comme ça, terminé mon cycle. Sauf que le problème avec ça, c'est que comme la personne est dans un processus mental, en fait elle est sous emprise d'un lot de programmations qui proviennent du passé, d'un côté, elle pense qu'elle est sur le bon chemin, le fait de, entre guillemets, de faire changer l'autre, de gagner le combat, de lui faire admettre ses torts afin qu'on puisse avoir une belle relation, etc. La personne a l'impression que
Ce qu'elle fait, c'est juste. Et donc, elle a du mal à prendre du recul et à voir que, en fait, elle est sous emprise d'un trauma. En fait, elle est la tête dans le guidon. Mais ce qui va se passer, c'est que l'empathie va arriver à un point de rupture. Alors, au bout de 2 ans, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, ça dépend vraiment du contexte de la relation, etc. Enfin, il y a plein de paramètres. Mais quand la personne empathe arrivera au point de rupture de j'en ai marre d'en avoir marre parce qu'en fait, je suis épuisé, parce qu'en fait, là, je peux plus, en fait. À ce moment-là, va y avoir un shift qui va se faire, c'est-à-dire cette relation, j'ai tout donné, j'ai tout essayé, j'ai essayé toutes les cartes de tous les jeux possibles qui existent au monde, ça ne fonctionne pas, et là je suis tellement éreinté, j'ai même plus l'envie d'essayer. Et à ce moment-là, c'est ce que j'explique dans d'autres vidéos, bah, le chemin de gauche, on va arrêter de vouloir l'emprunter, on va commencer à regarder le chemin opposé, c'est-à-dire le chemin de droite. Et ça, c'est hyper important de le comprendre parce que pendant ces 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, enfin bref, peu importe, on est dans un processus de quête éternelle. C'est comme si on remplissait un verre d'eau qui avait une fuite, donc on s'arrête jamais de remplir le verre d'eau en pensant qu'il va être rempli, mais il ne le sera pas puisque le verre est percé. Et un narcissique, c'est un verre percé dans le sens où peu importe ce qu'on lui donne, peu importe la manière dont on va lui parler, c'est pas du tout dans son champ mental de faire le moindre changement qui soit. Ou effectivement, il peut y avoir des changements momentanés comme ça, quand effectivement il y a des va-et-vient, etc. Parce que le narcissique peut avoir peur de perdre ce qu'on appelle sa ressource narcissique, enfin son frigo, quoi. Et du coup, bah là, il peut effectivement faire quelques changements pendant un petit peu de temps, mais ça tient pas, c'est pas solide, c'est un peu fake en fait. Ça permet de recapturer la personne dans ses filets, tout simplement. Le point intéressant quand on est en pâte, qui est mal utilisé quand on est dans cette relation narcissique-victime, c'est cette capacité à se remettre en question. Comme j'ai dit tout à l'heure, comme le narcissique va faire du gaslighting, etc., l'autre va se mettre à douter de sa perception, se remettre en question, alors que là, pour le coup, c'est complètement pas approprié, mais il va avoir cette capacité à envisager d'autres choses. Et ça, cette capacité, elle va être mise à profit après, quand on arrive au point où on n'en peut plus, en fait, que c'est plus possible, en fait, et qu'on n'a plus d'énergie à donner à cette relation, et que même qu'on ne veut même plus, en fait, le faire à un moment donné. Là, on va utiliser cette capacité à changer pour aller explorer d'autres chemins. Et donc, c'est là que ça devient intéressant, c'est là que le changement et donc la reconstruction, et donc tous les gains, en fait, finalement, vont être possibles à obtenir, puisque du coup, on va se regarder soi-même, on va regarder toute la relation. Alors, bien évidemment, on va essayer de comprendre le narcissique, on va essayer de se comprendre soi, mais on est prêt à voir les choses sous un autre jour. Et là, c'est là que la porte s'ouvre et que la lumière commence à être vue, parce que cette capacité à se remettre en question, là, va devenir hyper intéressante et elle va permettre de voir en soi tout, en fait, les procédés psycho-émotionnels de l'ego mental qui font que, du coup, on est resté dans cette relation et qu'on était, en fait, à côté de ses pompes, mais en pensant être sur le bon chemin. Donc, une des premières choses que l'empathe peut faire, quand il se rend compte qu'il est dans une relation comme ça toxique, c'est déjà apprendre à mettre des limites claires. Déjà là, tout de suite, il va se sentir mal. Parce que si on met des limites claires au narcissique, on va se rendre compte que l'empathe, il va avoir peur d'être mal vu. Il va avoir peur d'être critiqué. Il va avoir peur d'être jugé de mauvaises personnes ou de personnes radines ou XY. Pour autant, et c'est ça, c'est hyper important, ce qui compte le plus, c'est le bien-être personnel ou c'est l'image qu'on croit que les gens ont de nous. Et ce qui est intéressant, c'est quand on va envisager de mettre des limites, on va se sentir mal parce qu'on va avoir peur justement d'être étiqueté de radin ou d'être critiqué ou d'être mis à l'écart, etc. Et si on observe ce mal-être, on va se rendre compte que ce mal-être, il provient d'une dépendance. C'est-à-dire que j'ai besoin de l'autre pour me valider. Et donc me valider tout seul en posant des limites claires, parce que si je pose une limite, c'est que je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas, et je m'en tiens à ce que je veux et non pas ce que je ne veux pas. C'est-à-dire je m'honore moi-même en mettant des limites. Il ne s'agit pas d'être contre la personne ou d'être dans la violence, il s'agit de poser une limite. Moi, sur ce terrain-là, je n'irai pas. Ou je ne vais plus dans ce genre de relation. Ou je ne réponds plus de cette manière. Ceci ne me nourrit pas, donc je n'y vais pas. Un peu comme si un ami te propose d'aller voir un film d'action et que c'est pas ta tasse de thé, tu dis bah merci pour l'invitation, mais c'est pas le genre de film que j'aime. Voilà, c'est aussi une manière de poser une limite en fait. Mais poser la limite va faire remonter chez l'empathe un mal-être. En tout cas au début. Une fois qu'il commence un peu à tester, etc., il va devenir beaucoup plus à l'aise avec ça, et puis au bout d'un moment, ça sera facile. Mais ce malaise, il est à observer. Parce que ce malaise, c'est simplement l'ego mental qui est en train de dire « Mais qu'est-ce que tu fais? Si tu fais ça, l'autre va jamais revenir. Si tu fais ça, tu n'es rien. Tu as besoin de l'autre. »
pour te sentir quelqu'un. Ensuite, la deuxième, la deuxième chose, que l'empathie peut faire, c'est justement se reconnecter à ses propres besoins. Parce qu'une fois qu'on a commencé à poser des limites, pour arriver à en poser, il faut déjà reconnaître ce qu'on veut pas. Donc, du coup, une fois qu'on sait ce qu'on veut pas, donc on connaît ses besoins, l'idée c'est commencer à aller nourrir soi-même ses propres besoins, au lieu d'attendre que l'autre personne nous valide. Et ensuite, se libérer de la croyance que l'amour doit faire mal pour être vrai. Parce qu'en fait, c'est un petit relent de la blessure d'humiliation, une sorte de confort, plaisir à souffrir. C'est pas vraiment un plaisir, mais une sorte de confort à être dans ce marasme de mal-être, parce que quand on vit ce genre de relation, il y a une intensité émotionnelle. Alors au début, elle est positive dans la lune de miel, mais après, c'est 95% d'enfer. Mais même si c'est de l'enfer, on le ressent. Si on le ressent, c'est qu'on est en vie. Et c'est là où on tombe dans un cercle vicieux, parce que l'empathe qui est mue par une programmation, alors je fais très blanc, très noir, tel que je ne suis pas assez, et donc j'ai besoin d'être validé au travers du regard d'une autre personne, donc la fameuse personne, il va travailler très dur pour essayer de ressentir qu'il mérite d'être aimé, mais comme par hasard, il tombe sur un narcissique qui lui ne change que rarement, enfin très rarement, sauf dans des cas un peu particuliers, style grosse prise de conscience massive, thérapie engagée ou un effondrement inattendu du faux self. Mais les probabilités sont minces en fait. Et donc du coup, ça crée quoi ? Ça crée un empathe qui est enfermé dans son cercle vicieux de vouloir essayer de faire changer quelqu'un qui ne changera pas. Et pendant qu'il se passe tout ça, on vit ces fameuses émotions de manière intense. Et on est addict au fait de ressentir tout ce fuel intérieur, ce volcan intérieur, même s'il est négatif, parce que ça nous fait sortir de notre quotidien. Ça nous donne une sorte de mission, de quête, de je suis sur la bonne voie, ou c'est l'autre qui comprend pas, donc je vais continuer. Et en fait, c'est là où c'est vicieux, c'est que on devient addict, en fait, à notre propre ressenti. Et c'est pour ça que je prenne par exemple des chasers de flammes jumelles ou des empathes de relations narcissiques victimes, chaque fois on arrive toujours à la même chose dès qu'on fait un travail de libération émotionnelle. Si je lâche le runner ou si je lâche le narcissique, c'est la mort. Alors évidemment, la personne ne va pas vraiment mourir, mais c'est les programmations qu'il entend et qui sont contenues dans le disque dur de l'inconscient. Et tant que l'inconscient croit ça, eh bien l'empathe ici ou le chaser continuera de chaser, ou l'empathe continuera de vouloir sauver l'autre en pensant être sur le bon chemin, que c'est comme ça que ça va se passer, que ceci, que cela, et même si ça ne fonctionne pas, du coup on va inventer tout un tas de choses qui tendraient à corroborer que le chemin qu'on a pris est le bon. Pour autant, on souffre. Et donc maintenant, on comprend mieux comment ce duo narcissique, donc empathe, fonctionne. Alors pour une dynamique toxique parfaitement bien huilée, puisque finalement chacun active chez l'autre donc des traumas, des programmations, des blessures, qui fait quelque chose de très important chez l'empathe, c'est que l'empathe est en plein dans son rôle de sauveur. Pourquoi remettrait-il en question son rôle de sauveur ? Parce qu'après tout, quand on est un empathe, on a envie de protéger l'autre, de l'améliorer, de l'aider, de le soutenir, d'être là pour lui, etc. Tout ça, ça part de bonnes intentions pour qu'on les remette en question. Et c'est ça le point clé qu'il faut comprendre de ce podcast, c'est que ça c'est cool, ça c'est bien, c'est des bonnes valeurs. Mais pourquoi on le fait avec une personne qui ne donne pas en retour ? Tout simplement parce que l'empathe, parce qu'il a cette programmation de tel que je ne suis pas assez, il a vachement de mal avec la réciprocité. Il a du mal à considérer l'idée, même s'il le dit, qu'il aimerait une relation où on lui donne, etc. Oui, il le dit. Mais c'est pas ce qu'il fait. Parce que quand on est dans une relation narcissique victime, ou même chaser-runner, on retrouve exactement la même chose, parce que finalement le runner est une personnalité narcissique. Le chaser ou l'empathe, il fait tout ce qu'il fait afin d'espérer qu'il reçoive en retour. Mais il n'est pas dans un état de psycho-émotionnel de réception. C'est normal de recevoir. Et ça, on le voit chez tous les chasers ou tous les empathes de narcissique que j'ai en coaching. Chaque fois qu'on aborde la thématique, le chaser est très très fort ou l'empathe est très très fort dans le don, mais en réception, il ne voit rien. Il n'a pas les compétences de base. Donc, il est toujours en train de chaser, de donner, de sauver, dans l'espoir qu'un jour il recevra. Donc, ce qui veut dire que psycho-émotionnellement parlant, c'est pas intégré en lui de recevoir. D'où le fait qu'il va beaucoup travailler afin d'espérer un jour recevoir. Et pour ça, ça attire forcément une personnalité qui va grandement prendre ce qu'on lui donne, mais jamais donner en retour.